On va parler d'un mal ancré dans notre société, celui de l'homophobie. Une altercation dans la rue qui devient un passage à tabac. C'est malheureusement ce que subissent des jeunes. Et lutter contre ces violences, c'est l'affaire de tous. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui. À la une de Bonjour la France, selon le rapport annuel de SOS Homophobie, le nombre d'agressions a augmenté en 2017. Et à l'occasion donc de cette journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, on a voulu prendre le temps de parler de ce sujet et surtout vous donner la parole, chers auditeurs. Est-ce que vous avez été personnellement victime ou témoin de ce genre de situation? Est-ce que vous avez peur que vos enfants, vos petits-enfants ou leurs amis soient victimes de ce type d'agression? Vous nous appelez évidemment au standard au 39 21, mais vous pouvez aussi réagir bien évidemment sur les réseaux sociaux, #Bonjour la France, pour parler de ce sujet. Je suis très heureuse puisque nous sommes avec Vincent Boileau-Autain, président d'honneur Fierté Montpellier Pride, une association qui lutte contre l'homophobie, et vous êtes aussi le premier homme homosexuel. Vous êtes marié en France, c'était en 2013 à Montpellier. Bonjour. Bonjour la France. Et d'ailleurs on dit bon anniversaire, 5 ans, c'est les noces de quoi? C'est les noces de bois, non? Il me semble que c'est les noces de bois. Bon anniversaire. Merci. On est très content d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi également. Et nous sommes aussi avec Mathilde, évidemment. Est-ce que l'on peut faire un point sur la situation en France? Eh bien, elle ne s'améliore pas, Daphné. Alors, la France avait connu un pic des actes homophobes recensés, c'était en 2013, l'année du mariage pour tous. Depuis, ils avaient légèrement baissé jusqu'en 2016 et 2017, puisque pour la deuxième année consécutive, eh bien, les actes homophobes ont augmenté en France. Selon le rapport de l'association SOS Homophobie dévoilé mardi, 1650 témoignages d'actes homophobes ont été recueillis l'an passé, soit une augmentation de 4,8% par rapport à 2016, qui avait déjà connu une forte hausse. Et plus inquiétant encore, les agressions physiques augmentent elles aussi, plus 15% par rapport à l'année précédente. En 2017, c'est 139 personnes qui ont été agressées sur le sol français à cause de leur orientation sexuelle. Alors, les victimes d'homophobie sont le plus souvent des hommes, jeunes. Dans un cas sur deux, et c'est important de le dire, l'homophobie se déroule dans un lieu public. Et aujourd'hui, nous sommes le 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie. Et cela correspond au retrait de l'homosexualité sur la liste de l'OMS des maladies mentales. C'était en 1990, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Incroyable. Et la dépénalisation en France aussi ne date pas de si longtemps qu'on l'imagine. Vincent Boileau-Autain, vous l'avez remarqué, cette recrudescence des actes homophobes autour de vous. Vous êtes étonné par ces chiffres? Hélas, je ne suis pas étonné. Par contre, je voudrais quand même faire une précision. On a tendance à oublier aussi la question de la transphobie. On est bien dans la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, et la recrudescence des actes concerne également les personnes trans. C'est un terrible constat, un constat sans doute d'échec aussi des politiques publiques, oui. Puisqu'il est vrai que les associations luttent, essaient de faire reculer ces discriminations sur le territoire national. Elles sont souvent dépourvues de moyens, ce sont souvent des bénévoles, et pour autant les pouvoirs publics semblent pas prendre en compte ce phénomène qui est un phénomène absolument dramatique, puisque c'est un phénomène qui tue, et qui tue des personnes, qui tue des personnalités, qui tue des vies, parce qu'on reste durablement marqué par ce que l'on peut subir. Et on va en parler, on va entendre différents témoignages puisque c'est l'affaire de tous. C'est pour ça qu'on voulait vous entendre aujourd'hui, chers auditeurs. Vous réagissez au 39 21. À tout de suite. Daphné Burki sur Europe 1. Europe 1. Daphné Burki. 10h13, merci d'être avec nous. En une du jour, on parle de l'homophobie et de la transphobie. En France, il y aurait une agression physique tous les 3 jours. Des chiffres inquiétants et en hausse par rapport à l'année dernière, vous l'avez entendu. Et à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, la rédaction de Bonjour la France, elle a décidé de consacrer sa une du jour à ce sujet. Et on a envie de vous entendre, chers auditeurs. Est-ce que vous avez été personnellement victime ou témoin de ce genre de situation? Vous connaissez le standard d'Europe 1 et pour en parler, nous sommes très bien accompagnés. Nous sommes avec Vincent Boileau-Autain, président d'honneur Fierté Montpellier Pride, une association qui lutte contre l'homophobie. Et vous êtes, on le disait aussi, le premier homme homosexuel à vous être marié en France. C'était en 2013 à Montpellier. Est-ce que ça a été difficile, Vincent, de porter cette étiquette de premier marié de France? Difficile et heureux, mais est-ce que ça a aussi été difficile? Non, ça n'a jamais été difficile. Ça n'a jamais été difficile parce que le fait d'être les premiers avec mon époux Bruno, ça n'a pas été un choix, hein, c'est l'histoire qui a voulu ça. Ça n'a pas été un choix, mais par contre, lorsqu'on s'est aperçu qu'on serait les premiers, ça a été une responsabilité. Et ça, vous ne l'aviez pas prévu? Vous n'imaginiez pas ce qui allait se passer? On n'imaginait pas l'ampleur et les proportions que prendrait à la fois le débat et à la fois notre mariage. Faut se rappeler que s'il y avait 300 journalistes du monde entier à notre mariage, c'est parce que quelques jours avant, il y avait eu ce qu'il s'est passé en France. Alors justement,
on va écouter encore quelques sons de ce mariage heureux, mais qui était extrêmement médiatisé à l'époque. Monsieur Bruno Louis Ernest Albert Boileau, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vincent Jean-Claude André Jacques? Oui. Monsieur Vincent Jean-Claude André Jacques, consentirez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno Louis Ernest Albert Boileau? Oui. C'est donc un grand honneur pour moi de vous dire que vous êtes unis par le mariage au nom de la loi. On a encore envie d'applaudir. J'avais envie d'applaudir, mais moi je m'y oppose. Elle n'a pas dit consentez-vous, elle a dit concentrez-vous. Oui, Le mariage est annulé. Non, le mariage demande de la concentration quand même. C'était mignon. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, de réentendre ça? Ça me fait toujours bizarre parce qu'évidemment on passe pas notre temps à se diffuser ou à se rediffuser notre mariage. D'ailleurs on l'a regardé un petit peu quelque chose comme 3 mois après. Ça fait toujours bizarre, ça fait des frissons parce que ce qui était important dans ce mariage au-delà de Bruno et moi, c'était de montrer de l'amour dans un épisode qui avait balancé autant de haine à l'égard d'une partie de la population française. Et c'était ça le plus essentiel. Et puis derrière ce mariage, le plus important, en tout cas pour Bruno et moi, c'était de réaliser à quel point la route avait été difficile et longue, mais surtout de prendre en compte que c'est arrivé grâce aux militants, grâce aux associations qui se battent depuis 20-30 ans pour cette égalité, et puis grâce effectivement à cette loi qui a émergé, à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que le territoire, pour que la France soit plus juste et réserve aux générations de demain des dispositifs égalitaires. C'était il y a déjà 5 ans. Est-ce que vous avez l'impression que l'opinion a évolué, qu'elle est plus tolérante? Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que à la fois les sondages font apparaître que les Français et les Françaises ne souhaitent pas revenir sur cette loi, 64 ou 65%, et à la fois on l'entendait tout à l'heure, les chiffres de l'homophobie et de la transphobie sont en explosion considérable sur le territoire français. Donc il y a une espèce de paradoxe. Il y a une corrélation évidente entre l'État qui favorise une certaine libéralisation des mœurs et des modes de vie, et effectivement une réaction qui vient de divers endroits de la société et qui est de plus en plus violente. Donc on a l'impression que chaque fois que des libertés sont gagnées, c'est de la violence qui est générée. Mais il y a sans doute, et là je suis d'accord avec le constat, il y a sans doute aussi le fait que l'État ne traite pas les discriminations de la même manière. Vous voyez, quand il y a des plans qui sont très forts sur la question du racisme et de l'antisémitisme, et je trouve ça extrêmement bien, on invisibilise l'homophobie, la transphobie, le sexisme, le handicap, etc., etc. Or, les discriminations, elles doivent être traitées dans leur ensemble. Lorsqu'on ne le traite pas dans leur ensemble, on laisse supposer qu'il y en a des plus graves que d'autres. Et ça peut expliquer aussi le fait que l'homophobie, la transphobie, malheureusement, est en explosion sur le territoire national. Alors, on va leur donner la parole à ces Français qui ont été agressés à cause de leur sexualité, avec le témoignage de Clément qui s'est confié à Mathilde. Oui, Clément a moins de 30 ans. Il y a 2 ans, il sort de boîte de nuit avec son amoureux. Ils rentrent chez eux tranquillement jusqu'à ce qu'une voiture s'arrête à leur niveau. Une voiture en fait est passée à côté de nous, juste devant la boîte. En fait, le chemin était assez sombre et je vois le conducteur qui nous insulte en nous lançant des insultes sale pédé. Donc j'ai répondu quelque chose comme qu'est-ce que ça peut te foutre ou quelque chose comme ça. Et en fait à ce moment-là, les portes se sont ouvertes. Et ils sont sortis à 6 et ils sont jetés sur nous, ils nous ont tabassés en fait jusqu'à ce que j'ai un ami en fait qui a eu le réflexe d'appeler les videurs et quand ils ont vu les videurs, ils se sont remontés dans la voiture et ils sont partis. Alors les videurs les emmènent à l'hôpital et voilà dans quel état les médecins les découvrent. Mon compagnon avait été traîné sur le macadam en fait, chaud. Et du coup, il a été tout brûlé sur toute la moitié du visage pratiquement. Moi, j'avais les yeux au beurre noir. J'ai été ouvert à l'arcade, il me semble. J'avais un trou dans la joue en fait. J'avais des contusions partout sur les côtes. Enfin, on avait le corps vraiment recouvert d'échymose, donc voilà. Mon compagnon a eu des séquelles psychologiques pendant un long moment. Il avait assez peur de sortir le soir, etc. Il est d'ailleurs pas sorti, je crois, à partir de 20h pendant l'espace de 8 mois. Ils ont porté plainte tous les deux. Pour l'instant, les auteurs de ces actes n'ont toujours pas été retrouvés. C'était il y a 2 ans. Alors j'ai demandé à Clément comment il se sentait aujourd'hui.
Je viens d'une famille où l'homosexualité n'a jamais posé problème, donc j'ai toujours été surprotégé par rapport à ça. Et pour moi, l'homophobie n'existait pas ou peu en France. Et le jour où je me suis fait agresser, en fait, j'ai pris conscience de l'ampleur du phénomène et que c'était en fait une réalité encore en France qui était bien présente, que moi, dans mon petit monde, j'imaginais pas du tout. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je me suis retrouvé à 23h et avec un ami qui était avec un look assez androgyne qui a commencé à se faire insulter. On l'a fait avancer et on n'a pas rétorqué. C'est des petits trucs comme ça où quand ça y est, il y a une insulte ou un truc comme ça, on y pense direct et on se dit ça y est, c'est reparti, on va se refaire tabasser. Voilà, sur ce coup-là, il y a 15 jours, on a eu de la chance, on n'a rien eu, c'était que des paroles, mais on a quand même eu des menaces de mort en fait juste en passant devant des gens, quoi. C'est quelque chose qui est encore bien présent, quoi. Alors, ce qui est intéressant et en même temps inquiétant dans le témoignage de Clément, c'est qu'une simple altercation peut se transformer en véritable passage à tabac. Il me confiait même ne plus répondre quand on l'insultait par crainte de représailles aujourd'hui. Oui, absolument. C'est exactement le phénomène qui se passe aujourd'hui lorsqu'on s'adresse à une personne homosexuelle et une personne trans. C'est que les personnes finissent par ne plus répondre alors qu'elles sont déjà face à quelqu'un qui commence à les discriminer de peur de l'après. Parce que l'après, il est souvent violent. Et il laisse des stigmates physiques, certes, mais morales, et pour de nombreuses années. Et ce déchaînement de violence aujourd'hui face à des personnes homosexuelles ou des personnes trans, il est à la fois odieux, mais il n'est pas tolérable. Et ce qui n'est pas tolérable, c'est qu'en plus, souvent, il y a des gens qui assistent à ces scènes-là et qui ne réagissent pas, et qui sont dans la passivité. Oui, ce qui est valable pour toutes les agressions, malheureusement. Dans un cas sur deux, ça se passe dans un lieu public. Donc, il y a du monde autour. Absolument. Et dans un cas sur deux, ça se passe dans un lieu public. Il ne faut pas oublier que les discriminations dans leur ensemble, la discrimination, c'est le crime de la différence. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin, c'est qu'encore une fois, c'est l'affaire de tous. On va continuer à vous prendre, évidemment, en ligne, chers auditeurs, puisque vous commencez à nous appeler, vous avez envie de témoigner. On va écouter un peu de musique. Madonna, Hollywood sur Europe 1. Madonna, Hollywood sur Europe 1. Et à la une de Bonjour la France, aujourd'hui, on parle de l'homophobie. Une altercation dans la rue qui devient un passage à tabac. C'est malheureusement ce que subissent beaucoup de jeunes. Et il faut lutter contre ces violences. Encore une fois, c'est l'affaire de tous. Ce rapport de SOS Homophobie qui montre que le nombre d'agressions a augmenté en 2017, ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. On veut vous entendre. Et nous avons justement Gary avec nous. Bonjour Gary. Bonjour Daphné. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où Gary ? Des Sables d'Olonne en Vendée. Très bien. Alors racontez-nous, pourquoi vous avez voulu prendre le micro d'Europe 1 aujourd'hui ? J'ai voulu apporter mon témoignage parce que l'homophobie, elle est autant physique que psychologique. J'ai eu des agressions physiques, ça c'est un fait. Toute mon enfance a été gâchée par mon homosexualité que je n'ai pas forcément choisi. C'est un fait, ça fait partie en moi. Je suis homosexuel, c'est un choix, c'est un fait. Et ça passait par quoi ? Quel type d'agression ? Ça, les insultes. À l'école ? Oui, à l'école. Depuis l'école, le collège, le lycée, toute ma scolarité a été pourrie par ça. Ça, c'est un fait. Mais qu'est-ce qu'on vous disait à l'école, justement, au collège ? C'était quoi le type de remarque ? C'est pour que nos auditeurs comprennent bien qu'en fait, à partir de quand l'homophobie, ça démarre ? Du moment qu'on a des amis qui sont des filles, par exemple, et qu'on n'aime plus jouer à la poupée que jouer au ballon. Ça, c'est un fait. C'est à partir de là, ou qu'on a cette différence-là par rapport aux autres garçons, ce qui n'est pas une différence pour moi, mais en tout cas qu'on a un choix de jeu différent. Et on vous a insulté régulièrement. Montré du doigt. Exactement. Donc ça m'a suivi toute ma scolarité. Après, bien sûr, plus je grandissais évidemment à l'époque lycée où j'ai été tabassé, ça c'est un fait, à l'arrêt de bus, même au centre commercial, donc c'est pour vous dire. Donc vous avez porté plainte à chaque fois ? Ouais, j'ai porté plainte, mais le plus compliqué, c'est porter plainte, c'est un fait, mais c'est expliquer, détailler, montrer comment ça a été fait. Ça, c'est dur quand on est en train de porter plainte. Et puis, c'est quelque chose qui me suit aujourd'hui. J'ai 29 ans et ça me suit toujours aujourd'hui, mais d'une différente manière. Elle est plus morale. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, je suis toujours Gary, l'homosexuel. C'est-à-dire, quoi que je fasse dans ma vie, ma qualificative sera toujours homosexuel. Et pour moi, c'est un combat de tous les jours. Je veux lutter contre ça et c'est pour ça que j'apporte mon témoignage, parce que la première marque d'homophobie, alors qui est peut-être une maladresse pour beaucoup de personnes, c'est de dire Gary homosexuel, truc lesbienne, truc... Voilà, on ne dit pas ça aux hétérosexuels ? Mais non, on ne dit pas ça. Donc pourquoi on le dit pour nous, en l'occurrence, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est une vie classique, quoi. Et pas être réduit à sa sexualité. Est-ce que c'est encore plus difficile lorsqu'on est dans des villes petites ou moyennes en France ou... Oui, parce que on est... Vu que c'est plus petit, on est beaucoup plus montré du doigt. En tout cas, la différence est beaucoup plus montrée du doigt, quelle qu'elle soit. Donc, moi, je prends toujours le parti de mettre un masque de fierté et du coup,
peut-être d'en rajouter parce que j'ai pas envie de me rabaisser au final. Donc on passe par la provocation, mais c'est peut-être ça aussi qui énerve. Donc au final, c'est le boomerang. C'est très compliqué à agir en fait. C'est un cercle vicieux. Je comprends, Gary. Une question de Bertrand. Justement, je voulais vous demander concrètement comment vous essayez de lutter contre l'homophobie quotidiennement. Moi, en assumant mes choix, qui je suis, et si par exemple, je te présente Gary, c'est l'homosexuel du groupe, par exemple, ce qui arrive régulièrement. C'est toujours dire homosexuel peut-être, c'est un fait, mais avant tout, tu peux dire que je suis râleur, que je suis insupportable, que je suis sympa, souriant. Mais vous en parlez avec vos amis de ça ? Exactement, mais c'est pas forcément un problème avec mes amis parce qu'ils savent qui je suis et ils l'acceptent plutôt et je suis bien entouré, même avec ma famille, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai plus des problèmes avec le regard extérieur, c'est-à-dire qu'on n'éduque pas les gens à la différence. Une réaction de Clément. Mais déjà la première chose que soulève Gary, il a raison, l'homosexualité c'est pas un choix. On se lève pas le matin en se regardant dans le miroir en se disant chouette, aujourd'hui j'ai décidé je vais être homo. La deuxième chose qui soulève, et je suis aussi d'accord avec lui, derrière tout ce qu'il dit, il y a la question du coming out. Un hétérosexuel, il fait pas son coming out. Non. Nous, à chaque fois qu'on a besoin de parler de nous, il faut qu'on justifie qui l'on est, il faut qu'on dise qui l'on est. Et parfois, les gens qui sont face à nous sont pas prêts à recevoir ça. Sauf qu'on leur demande pas de le recevoir, on leur demande de respecter qui l'on est. Et la peur que soulève Gary, qui est vraie pour beaucoup, elle doit changer de camp. C'est pas les homosexuels et les trans qui doivent avoir peur. Ce sont les agresseurs qui doivent avoir peur. Or, on se retrouve souvent dans des phénomènes où finalement on a peur d'être qui l'on est. C'est ça qui est absolument hallucinant. Et oui, il est vrai aussi que selon si on est homosexuel dans une grande ville ou dans un petit village, ça veut pas dire la même chose. Il suffit même parfois de changer de quartier pour que ça change une vie, mais qu'elle bascule dans la peur ou qu'elle bascule dans le bonheur. Et je pense aussi que les médias ont leur rôle à jouer là-dedans, parce que quand des personnalités publiques font leur coming out, il faut arrêter d'employer le mot avoue son homosexualité. On avoue un crime, mais on n'avoue pas. Et ça, je peux précision sémantique comme ça, il y en a des tonnes. Bien sûr, tout le langage est à changer malheureusement. Mais pour les homos, ça, c'est quelque chose qui est violent. On parle d'aveu, comme si l'homosexualité était une faute. Alors qu'on devrait aborder ça sous le fait d'une confidence. Enfin, il n'y a pas plus beau qu'une personne qui vous confie qui elle est intimement. C'est un acte d'amour, c'est un acte d'amitié, c'est un acte de confiance. Or, on parle effectivement d'aveu. Quant aux médias, oui, ils ont un rôle à jouer dans la manière dont ils en parlent. Et moi, vraiment, je vous remercie parce qu'il n'y a pas un média qui consacre une émission entière à la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et il est temps que ça te fasse date dans le calendrier. Merci d'être avec nous. Merci Gary de nous avoir appelés. Merci d'avoir témoigné au micro de Bonjour la France. On va prendre d'autres témoignages. Merci Vincent Boileau-Hautain d'être avec nous. À tout de suite. Daphné Burki sur Europe 1. Europe 1, Daphné Burki. 10h31. Merci d'être avec nous, chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est une journée importante. Mais oui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et la rédaction de Bonjour la France avait envie de la consacrer à cette cause et de vous entendre, surtout parce qu'encore une fois, c'est l'affaire de tous. Des chiffres sont inquiétants. Le nombre d'agressions est en hausse. Et nous sommes accompagnés de Vincent Boileau-Hautain, premier marié de France, quand même, en 2013. Dis donc, c'est passé vite. Et puis, président d'honneur Fierté Montpellier Pride, cette association qui lutte contre l'homophobie. Alors nous allons entendre différents témoignages, Mathilde, et vous avez recueilli le témoignage de Wilfred. Oui, Wilfred a 43 ans, il vit à Paris et il y a 5 ans, eh bien, il rentre d'une soirée chez des amis avec son compagnon et avant même qu'il ne puisse réagir, 4 hommes leur tombent dessus. Moi, j'étais avec mon copain à une soirée, le samedi soir, chez des amis. Vers 3 heures, on est joyeux, on a bu un peu, on veut rentrer à pied. Et on quitte l'appartement des amis et on marche dans la rue à côté, main dans la main. Moi, à partir de ce moment-là, moi, je me souviens de plus rien. Tout devient noir devant mes yeux. Je me réveille ensuite plein de sang. Et je comprends pas ce qui se passait. Je me réveille dans une ambulance qui m'amène vers les urgences. Et là, j'apprends que mon copain et moi, on était agressés. Il y a 4 gars qui ont commencé à nous taper dessus. Ils ont donné des grands coups de pied dans ma tête qui a causé 7 fractures en total dans la crâne. Il manquait une dent et voilà. Ouais, au total, Wilfred aura 30 jours d'ITT, d'incapacité totale de travail. Alors je lui ai demandé ce qu'il avait ressenti à ce moment-là. C'est le lendemain, en rentrant, je vois pour la première fois ma tronche dans la glace à la maison. Et ça, c'est assez choquant. Moi, je suis hollandais, je vis à Paris depuis 13 ans déjà. Donc là, j'apprends le mot tumifié. Et ça, c'est quand même un grand choc quand on se voit comme ça, bleu, plein de sang partout. Et on se dit, merde, qu'est-ce qui est arrivé ?
Et à l'époque de son agression, il décide de poster son visage tuméfié pour alerter l'opinion. Ça a été beaucoup médiatisé. Il a fait le tour des réseaux sociaux. Et le lendemain de son agression, eh bien, il va porter plainte avec son compagnon. Depuis, les agresseurs ont été arrêtés. Il y a eu un procès. À la sortie, 3 d'entre eux auront des peines de prison. Et je lui ai demandé si depuis, eh bien, cette agression avait changé quelque chose dans sa manière de vivre. Moi, je vais bien physiquement. Mais je ne peux pas nier que ces coups-là ont laissé des blessures beaucoup plus profondes que j'aurais jamais imaginé. Et je suis quelqu'un qui est devenu beaucoup plus prudent. Et je n'aime pas ça. J'ai pas envie de faire gaffe tout le temps. Mais non, dans ma tête, quelque chose a changé, malheureusement. Moi, ça me fout la trouille souvent d'être visible au moment en France. Je veux pas être peureux. Je suis pas juste une victime. Je suis aussi fier de ce que je suis. Mais soyons francs, dès que je croise des gars qui ressemblent à nos agresseurs, moi, je suis assez nerveux, malheureusement. Ça me fout la trouille d'être visible en France. Vincent Boileau-Hautain, j'imagine que quand vous entendez ces propos, ça vous fait réagir. C'est terrible. C'est terrible. C'est même choquant. C'est même choquant. Vous avez compris encore dans ce témoignage qu'il n'a rien dit. Il marchait dans la rue, en se tenant la main. C'est pour ça qu'on veut vous en parler, chers auditeurs, aujourd'hui. C'est que ça peut concerner vos enfants, vos grands-enfants. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils sont victimes de discrimination totalement gratuitement. C'est ça. On marche dans la rue et on se fait tomber dessus. Peut-être parce qu'à un moment, marchant dans la rue, on a été un petit peu féminin, parce que ça aussi, on peut en parler de la question des homosexuels, sont tous des folles ou sont tous féminins. On est dans le préjugé. Je me souviens d'ailleurs d'une agression. Une fois, il y avait 2 garçons qui s'étaient fait agresser parce que l'un des 2 était un petit peu efféminé. Je vois pas d'ailleurs où se situe le problème. Il s'avérait que ces 2 garçons étaient hétérosexuels. Ouais. Vous vous rendez compte jusqu'où vont les préjugés? Il y a des pays où on se fait tuer parce qu'on croise les jambes quand on est assis. C'est phénoménal. Nous avons un tweetos rigoletto qui nous dit: bonjour la France, aucun article du Code civil n'interdit l'homophobie formellement, semble-t-il. Y a-t-il une loi? Il y a une loi qui condamne les discriminations à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, fort heureusement. Mais ça aussi, c'est un combat des associations pour que le code pénal se mette à jour d'une réalité. Il faudrait qu'on ait une pensée quand même pour ces pays où l'homophobie est officialisée, elle est d'État. Des pays comme la Tchétchénie, pour ne pas les nommer. On les nomme parce que justement SOS Tchétchénie est une association formidable qui s'occupe de rapatrier justement ces Tchétchènes qui sont victimes d'agression, et ils ont besoin d'argent et leurs caisses sont vides, et ça fait un an que l'association a ouvert et les caisses sont vides. Il faut les trouver sur Internet. Et il faut évidemment c'est d'autant plus important que la Tchétchénie quand même a ouvert des camps contre les homosexuels, les tortures. Donc il y a 60... On ramène les fils aux parents en disant arrangez-les, sinon on les tue. Et 72 pays criminalisent l'homosexualité. 72. Alors revenons en France et aux associations dont vous nous parliez, qui font un travail formidable. Nous sommes en ligne avec Clio Léonard. Bonjour. Bonjour Daphné. Merci d'être avec nous. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes déléguée régionale Paris-Île-de-France au Refuge. Cette association, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle aide depuis près de 15 ans les jeunes victimes d'homophobie. Racontez à nos auditeurs encore une fois, c'est quoi le Refuge tout simplement? Alors le Refuge, c'est une association qui vient en aide à des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui ont été chassés par leur famille ou qui ont dû partir parce qu'ils étaient soit homosexuels ou soit personnes transgenres. Voilà, donc on va leur proposer un hébergement, un accompagnement social avec des travailleurs sociaux professionnels, un accompagnement psychologique, un accompagnement juridique, un accompagnement médical et puis aussi des activités de loisirs et de bien-être. En général, quand vous les récupérez, c'est que c'est déjà, ils ont été rejetés par leur famille ou par leurs amis ou par leur entourage. Oui, tout à fait. En général, ils sont dans une situation critique. Ils sont dans une situation critique, en situation beaucoup pour la plupart d'errance aussi, donc c'est quand même très dangereux pour eux de rester dans la rue. Exactement. Du coup, ça rend aussi des jeunes qui vont du coup passer la nuit chez des inconnus et parfois ça peut se transformer en prostitution malheureusement contre logement. Comment on fait pour les aider, ces personnes victimes d'homophobie ? Il faut être déjà à l'écoute, leur dire qu'il faut qu'ils soient comme ils ont envie d'être, et ça c'est le principal. La première mission du Refuge, en fait, c'est que le jeune puisse s'accepter, être bien comme il est. C'est ça vraiment la principale mission, j'insiste. Et puis après, une fois qu'il sera mieux, il pourra après trouver un travail, trouver un logement, et puis après partir du Refuge et être bien. Lundi, vous avez publié un sondage où il ressort qu'une courte majorité de Français, finalement 52%, jugent que l'État investit assez dans la lutte contre l'homophobie. Est-ce que vous avez été surpris par ce résultat ?
Écoutez, moi je trouve que l'État n'investit pas assez dans la lutte contre l'homophobie. Pour moi, on voit quand même que nous, on a vu 23% de jeunes qui ont été hébergés en plus par rapport à 2016. Donc pour moi, l'homophobie et la transphobie n'a pas reculé. Hein. Qu'est-ce qu'ils devraient faire, en fait, selon vous, les pouvoirs publics? Très concrètement, très simplement. Je pense qu'ils devraient déjà donner plus de moyens aux associations pour pouvoir aider, ces jeunes, puis les personnes en général, victimes d'homophobie et de transphobie. Condamner les actes homophobes et transphobes, parce que ça, c'est pas encore assez condamné. Ne rien laisser passer, surtout. Et puis aussi, éduquer dès le plus jeune âge, en fait. Ça veut dire quoi, éduquer dès le plus jeune âge, justement? À l'école? Effectivement, à l'école, je trouve que c'est hyper important qu'à l'école, on considère qu'on peut avoir un papa, une maman, deux papas, deux mamans, et qu'il n'y a rien de choquant là-dedans, quoi, tout à fait normal. C'est la semaine nationale du refuge. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire en fait qu'on va mettre un peu les actions du refuge en avant et puis faire connaître notre association, insister aussi sur le fait que voilà, en 2018, il y a toujours des jeunes qui sont chassés de chez eux juste parce qu'ils sont homosexuels ou personnes transgenres, et ça, c'est pas du tout acceptable. Il reste combien de temps chez vous en moyenne, ces jeunes qui sont recueillis par le refuge? Il reste entre 6 mois et 1 an. Tout dépend de comment le jeune va pouvoir avancer, parce que comme vous l'avez dit, quand ils arrivent, ces jeunes-là, malheureusement, ils sont détruits. Ouais. Donc il y a quand même tout un travail de reconstruction à faire. Et pour les auditeurs qui seraient touchés justement par ce combat, ou en tout cas pour rallier la cause, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement? Vous pouvez nous faire des dons. Donc vous allez sur le site du refuge et puis vous pouvez faire des dons. L'adhésion est de 10 €. Donc voilà, si chacun donne 10 €, ça peut faire une belle somme. Pour ceux qui sont en souffrance, pour ceux qui nous écoutent, qui n'osent peut-être pas nous appeler aujourd'hui pour témoigner, vous avez une ligne d'urgence. Elle est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez nous redonner le numéro alors? Bien sûr, 06 31 59 69 50. Voilà. Clio Léonard qui s'occupe de l'association Le Refuge. Merci infiniment d'avoir été avec nous et bravo pour votre action, évidemment. Alors moi je pense d'abord là aux parents, aux grands-parents qui nous écoutent sur Europe 1 ce matin et qui se disent mais peut-être qu'il faut que j'en parle à mes enfants, à mes petits-enfants, tout simplement, que je les éduque. Qu'est-ce qu'on devrait leur dire? En tout cas, l'ouverture d'esprit commence effectivement dans le foyer familial. J'ai l'impression. Mais oui, bien sûr. Vous savez, dans les années 50, quand on était gaucher, on nous obligeait à devenir droitier. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de gauchers, heureusement, ils sont épanouis. L'homosexualité, c'est la même chose. Quand on fait la comparaison droitier-gaucher, c'est la même chose. Il y a majoritairement des hétérosexuels qui sont les droitiers, si j'ose dire, et majoritairement des homosexuels qui sont les gauchers. Mais c'est parce qu'on est tous différents qu'on fait de belles choses, que la société est belle et qu'on peut construire de beaux projets. Le vrai produit intérieur brut de la société française, c'est sa diversité. Toutes ces diversités y incluent celle-ci. Et je pense que les parents doivent l'aborder très simplement, sans s'immiscer évidemment dans la sexualité de leur enfant, mais très simplement, qu'est-ce que ça change que la personne que leur enfant soit homosexuel? Ok, ils vont peut-être pas devenir grands-parents, et encore, ils peuvent le devenir. Mais ce que ça change surtout de l'aborder, c'est la manière dont l'enfant va se construire et le bonheur dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Voilà, moi je suis un exemple type, et pourtant je suis un gamin des années 80, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, où j'ai annoncé mon homosexualité à ma mère, du haut de mes 15 ans, de manière un peu effrontée, parce que je savais même pas ce qu'était l'homosexualité, mais je sentais que j'étais attiré par les garçons. Je lui ai dit ça, elle était devant la télé, elle a éclaté de rire, j'ai cru que j'allais finir à la porte, à l'époque le refuge n'existait pas, et je lui dis mais pourquoi tu te marres comme ça? Elle me dit mais je rigole juste parce qu'en fait je m'en fous. C'est-à-dire, ce qui me compte pour moi, c'est que tu sois heureux. Alors hier, tu venais avec des petites copines, demain, tu viendras avec des petits copains. Mais la maison, c'est ta maison. Les parents réagissent comme ça. On espère que ça va évoluer. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, Vincent Boileau-Autain, de venir nous voir. Aujourd'hui, on était très touchés de vous avoir. Et merci infiniment à tous les auditeurs d'avoir participé aujourd'hui. Je sais que c'était pas évident. Donc, vraiment merci, parce que je rappelle quand même que pour la 2e année consécutive, les actes homophobes ont augmenté en France. Une simple altercation, vous l'avez entendu, ça passe en passage à tabac. C'est malheureusement ce que certains jeunes subissent simplement à cause de leur orientation sexuelle. Alors lutter contre cette violence, encore une fois, c'est l'affaire de tous. Et merci encore d'avoir participé. Et à suivre dans Bonjour la France, évidemment, vous retrouvez votre sommaire, les infos What de France de Bertrand Chameroy, qui vous parlera de la bonne action d'un internaute pour les Restos du Cœur, et votre rendez-vous Bonjour Docteur. La question aujourd'hui, comment réagir face à une morsure de tique? Eh bien, tout de suite sur Europe 1.